7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Anselme. Bonjour. Alors le mois de mars sonne une étape importante pour le nucléaire français puisque la centrale de Flamanville, le tout premier EPR de seconde génération, va être alimentée en combustible. Concrètement, où en est le nucléaire français à l'heure actuelle ? Alors il s'agit comme d'habitude, on va dire comme souvent, d'une réponse un peu en demi-teinte. La France est évidemment toujours l'un des leaders mondiaux du nucléaire. On a 18 centrales, encore 56 réacteurs. Et la plupart, même si la plupart ont été construites entre 1950 et 1960, on a une expertise qui est reconnue mondialement. On a, comme vous l'avez dit, l'ouverture prochaine de l'EPR de Flamanville, qui est un grand projet. Et on a d'autres projets ambitieux, comme le projet ITER. Donc on peut pas dire que la France soit à la ramasse en matière de nucléaire. Cependant, le nucléaire français, c'est aussi l'histoire du prodige à qui on a coupé les ailes. C'est 10 ans de désinvestissement économique dans la filière, c'est aussi 10 ans de désinvestissement politique, comme l'a montré la fermeture de Fessenheim en 2020, pour des intérêts purement politiques. C'est aussi la fermeture annoncée de 20 réacteurs par Emmanuel Macron en 2017, même si depuis il est revenu sur sa décision en 2020. C'est aussi 10 ans de financement massif par l'Allemagne d'un discours qui est à la fois anti-science et anti-nucléaire en France. Donc tout ça a conduit à une sorte de stagnation de notre capacité nucléaire et à un vrai retard en matière d'innovation. Et même si on reste l'un des leaders européens du nucléaire, on a vu émerger, et là je pense évidemment à la Russie et à la Chine, des puissances qui investissent elles massivement dans le nucléaire depuis plusieurs années et contre lesquelles il va falloir lutter. Alors est-ce que l'on assiste à une sorte de guerre énergétique à échelle mondiale ? Oui, alors je pense qu'on peut parler de guerre énergétique, en tout cas c'est une course au développement énergétique. On s'en rend assez peu compte quand on n'est pas dans le milieu, donc on ne creuse pas le sujet, mais on a différents pôles géopolitiques au niveau énergétique mondial qui se mettent en place. On a d'une part la Russie, qui rappelons-le, s'était quand même vanté il y a quelques mois d'avoir développé la fusion nucléaire, ce qui n'est pas rien, ce qui est une révolution en soi. En plus de déjà détenir à peu près les 3/4 du marché de construction de centrales nucléaires. De l'autre côté, on a la Chine qui a sorti récemment la première centrale de 4e génération au monde et qui continue à investir massivement dans les micro-réacteurs. Et enfin, en dernier pôle, on a les USA qui ont la semaine dernière annoncé ni plus ni moins que Google et Microsoft, donc les géants du numérique, avaient décidé d'investir dans l'énergie bas carbone, notamment en s'associant avec Nucor, qui est un gros sidérurgiste américain, pour développer des systèmes hydrogène, des systèmes géothermiques et même des SMR, ce qu'on appelle des Small Modular Reactors, qui sont des sortes de mini-centrales, des petites centrales nucléaires, des mini-réacteurs nucléaires modulaires, beaucoup plus petits évidemment que des centrales classiques ou les EPR classiques, et qui sont considérés un petit peu comme le futur de l'énergie, en tout cas semi-industrialisée. Ce sont des centrales qui sont beaucoup plus petites globalement que les autres, qui sont donc beaucoup plus faciles à produire, de manière beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins chère. Donc le processus peut être relativement industrialisé, on peut en produire des assez grandes quantités, en tout cas c'est ce qu'on espère faire dans les 10 ou 20 prochaines années. Et Microsoft a également annoncé une collaboration avec la start-up Helion en vue de produire de l'énergie par fusion nucléaire dès 2028. Et même si effectivement ça reste également un calendrier extrêmement ambitieux, ça nous donne un petit peu une idée des investissements extrêmement importants qui sont faits par la plupart des grosses entreprises privées aux États-Unis dans le secteur nucléaire, en plus de toutes les autres entreprises de tous les pays dans le monde qui investissent massivement dans le nucléaire. Et donc au milieu de tous ces pays, est-ce que la France arrive à se démarquer ? Alors pour le coup, c'est plutôt effectivement d'une stratégie à l'échelle de l'Union européenne, même si c'est effectivement la France qui est en fer de lance du projet. Il y a quelques mois, on avait une entreprise française qui s'appelle New World qui avait fait beaucoup parler d'elle. C'est en fait un projet qui est lancé et porté, c'est une filiale à 100% de EDF, et donc qui est un projet qui est porté par EDF et par Framatome, et qui vise à développer un SMR, donc les micro-réacteurs, avant 2030. Ce qui reste extrêmement ambitieux, mais il faut comprendre que le SMR, c'est ce qui va vraiment déterminer, en partie en tout cas, la puissance énergétique des différents pays dans les 10 prochaines années, même dans les 30 prochaines années. Donc c'est absolument nécessaire d'un point de vue financier, certes, mais surtout d'un point de vue souverain, de ne pas se laisser distancer sur la question de l'innovation énergétique. Donc on se retrouve à la fois avec EDF, Framatome, mais c'est aussi toutes les grosses entreprises du nucléaire français, Technicatom, le CEA, tous les fleurons, qui sont face à des mastodontes comme Google et Microsoft, avec des investissements financiers extrêmement importants pour pouvoir développer le plus rapidement possible les mini-centrales nucléaires. Et donc concrètement, en quoi le développement de ces micro-centrales est-il essentiel pour la France ? Alors on a plusieurs enjeux principaux. Le premier, je dirais, c'est un enjeu de souveraineté.
Le nucléaire français reste quand même, le nucléaire en France représente 70% de la production d'électricité, donc c'est extrêmement important. Et donc investir dans la réhabilitation de nos centrales, ce qu'on appelle le grand carénage, est obligatoire pour permettre la croissance, ou en tout cas la continuité de la croissance économique. D'autant qu'on rentre dans un cycle industriel dans les 10 prochaines années, où l'électricité a une importance fondamentale. On parle beaucoup en ce moment notamment des voitures électriques qui sont un exemple, mais il faut pouvoir accompagner toute la demande qui va être croissante avec davantage de centrales, mais aussi des centrales plus puissantes, d'où l'avantage d'innover, notamment de sortir des EPR2 de Flamanville. On a également celui de Penly qui va être commencé en construction. Ensuite, on a un intérêt qui est purement économique. La France a des contrats un petit peu partout en Europe. On a construit quasiment la centrale d'Hinkley Point en Angleterre. On est en ce moment en lice pour la centrale de Dukovany en République tchèque. Donc la construction de centrales, ça représente vraiment une manne financière extrêmement importante pour la France. Et donc élargir notre offre avec des micro-centrales, c'est surtout nous ouvrir à un marché d'autant plus grand. Surtout que certains pays, et même en Europe, n'ont tout simplement pas le réseau électrique suffisant pour pouvoir supporter correctement les gros EPR. Donc c'est là qu'interviennent les SMR, les micro-réacteurs, qu'on peut construire rapidement, notamment dans des zones isolées et notamment dans des pays avec des infrastructures électriques relativement mauvaises. Et finalement, c'est un enjeu global géopolitique et géostratégique extrêmement important. La France qui n'investit pas dans le nucléaire, c'est l'Europe qui n'investit pas dans le nucléaire. Et quand on connaît toutes les possibilités qui vont s'ouvrir dans les prochaines années grâce aux microcentrales, à la fois c'est une très bonne solution pour décarboner facilement, pour atteindre nos objectifs climatiques, mais c'est aussi la possibilité d'intégrer dans des zones isolées des systèmes électriques performants. C'est permettre à des secteurs qui ont de gros besoins d'électricité comme la pétrochimie ou la sidérurgie, d'avoir accès à une électricité à bas coût et décarbonée. Et c'est aussi la possibilité de faire des usines, de dessaler, de favoriser la production d'hydrogène, de générer du chauffage urbain. Bref, énormément de choses. Et pour finir, le dernier point qui est extrêmement important, c'est le point de vue géopolitique qui est lié à la Russie. Avec la guerre en Ukraine, beaucoup des pays de l'Est qui étaient sous contrat ou en tout cas sous négociation russe pour la construction de leur centrale se détournent maintenant de la Russie et se tournent vers la France ou vers les États-Unis. Donc avoir et proposer une offre développée et adaptée, c'est simplement ce qui va faire la différence d'un point de vue du marché. Merci beaucoup Anselme pour cette chronique, puis on vous retrouve très rapidement.